Il est en arrêt maladie. Vous l'écouterez tout à l'heure parce qu'il s'est exprimé notamment sur notre antenne. En réalité, il veut non pas se protéger, mais surtout protéger les enfants, les élèves de l'établissement. Alors on pourrait dire c'est une forme, non pas de sa part, attention, mais c'est une forme de démission. C'est-à-dire qu'il ait besoin de se mettre en arrêt maladie, Sophie Audugé, pour protéger ceux qui sont à l'école le temps en fait que ça passe. Mais ces choses-là ne passent pas. Malheureusement, on l'a vu de manière terrible avec l'affaire Samuel Paty. C'est plus surprenant tout cela. Ce n'est plus surprenant aujourd'hui. Oui, non, c'est pas. Je dirais qu'on a au moins un cas, voire 2 cas par semaine pour quelque chose qui habituellement pouvait arriver une fois par an ou une fois tous les 2 ans. La réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de nos gouvernants. Évidemment, l'annonce de Gabriel Attal sur la baya, tout le monde a trouvé ça formidable. Dès le départ, on était un peu seuls, d'ailleurs, Sonia, ensemble, à dire « Non, mais attendez, c'est un symbole. Le fond du problème n'est pas celui-ci. » Et évidemment que ça n'arrangera rien. Et ça n'a rien arrangé. On n'a jamais eu autant d'atteintes à la laïcité. On n'a jamais eu autant de situations où des enseignants étaient menacés de mort, où des parents attaquaient directement des enfants, que cette année. La situation est extrêmement grave. Elle concerne toutes les écoles. Là, on est, vous le rappeliez, en primaire. Enfin, je veux dire, ce qui est extrêmement... Là encore, si vous voulez, les chiffres sont têtus. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, et le rapport récent sénatorial démontrait qu'il y a aujourd'hui une violence endémique en France, qu'il y a cette situation de violence dès la primaire de manière extrêmement grave, et on continue à faire des mesurettes. Alors, on discute de l'éducation à la sexualité. Enfin, bien courageux, l'enseignant qui fera de l'éducation à la sexualité plaisir tel que veut le mettre en place l'éducation nationale dans des établissements comme cela, si vous voulez, parce qu'on n'est plus là dans le port de l'uniforme. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est aussi important, c'est de dire que l'école n'appartient plus à la République, hein, ce n'est plus un territoire protégé. La preuve, c'est que quand on a une décision... La parole est forte, là. Écoutez, vous avez un Premier ministre qui est passé, qui était ministre de l'Éducation nationale, Premier ministre qui dit on met en place le port de l'uniforme en thèse. Vous avez un directeur d'école et le maire qui disent nous, on est volontaires et on les traite d'islamophobes et on vient leur reprocher d'avoir parlé dans un magazine qui est causeur. Avant-hier, on a un journaliste qui est licencié de la télévision publique parce qu'il a parlé de... Enfin, je veux dire, non, je pense qu'il faut que les querelles des hommes, des adultes s'organisent à l'extérieur de l'école, mais qu'à l'école, on reprenne le pouvoir du savoir et de la protection des enfants. Ils ne devraient faire que ça. Je veux dire, on ne devrait plus avoir... Autrefois, quand l'école était un sanctuaire, simplement sur l'aspect politique, regardez. On a reçu ici même, et lors de la grande interview, Jean-Pierre Aubin. C'est lui-même, il dit... les problèmes de laïcité posés par les élèves, les parents, mais il dit aussi qu'au sein de l'éducation et parmi des professeurs, et souvent c'est une fracture générationnelle, eux-mêmes sont parfois, pardonnez-moi, le faire, justement, et donnent des coups de canif à cette laïcité. Donc ça, c'est quand même au sein de l'éducation nationale. Bien sûr, enfin, je veux dire, là encore, je suis désolée, mais les chiffres sont têtus. Hein. Les moins de 30 ans sont favorables à une forme de laïcité qui permettrait le port à la fois de vêtements dits religieux, des menus différenciés à la cantine, etc. C'est une réalité. Aujourd'hui, l'islamo-gauchisme qu'on voit à Sciences Po, si vous voulez, il est également très infiltré à l'éducation nationale. Et vous avez raison, ce tract est écrit exactement comme l'ensemble des tracts de certains syndicats enseignants. Enfin, Sophie Audugé, je lis dans le rapport, les auteurs affirment que les industriels, de manière générale, mais pas tous, qui fabriquent ces écrans, se fichent du sujet de la protection des enfants quand on leur en parle. Je ne sais pas si aussi ils doivent être partie prenante de l'après, mais est-ce que là, toutes ces préconisations sont vraiment, de votre point de vue, vraiment réalistes et réalisables? Alors déjà... Vous voudriez dire que le gouvernement vient de découvrir que les industriels sont là pour faire de l'argent et pour ne pas s'occuper de la protection des enfants. On avance doucement, mais on avance quand même. C'est pas nouveau, hein. Je vous avais emmené la fabrique du crétin digital des Murger, qui est bien connue, qui a déjà plus de 6 ans. Je rappelle qu'en 2014, François Hollande avait fait un plan numérique qui avait coûté 2,4 milliards d'euros, hein, qui avait été d'ailleurs fortement critiqué par la Cour des comptes, qui avait dénoncé un coût exorbitant. L'enjeu était de dire à l'époque qu'en fait, il y avait
une fracture sociale qui était la fracture du numérique et que les enfants des milieux les moins favorisés avaient moins accès au numérique, ce qui était complètement faux. C'est faux, oui. On s'est rendu compte, voilà, c'était absolument faux. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour mettre encore plus d'écrans dans les mains d'encore plus d'enfants et si possible les enfants des milieux les moins favorisés, alors que toutes les études montraient le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont dans les familles des milieux les plus aisés qu'on gère le plus, avec le plus de rigueur. On protège les enfants. Absolument, la consommation d'écran, etc. Dans son ouvrage, M. Desmurger disait déjà qu'entre 2 et 8 ans, c'était en gros entre un tiers et un quart du temps de veille qui était consacré et perdu dans des écrans, ce qui amenait à faire une équivalence. En fait, ça correspondrait à perdre en gros 7 ans d'années scolaires d'apprentissage. Et pour reprendre un exemple que vous évoquiez c'est vertigineux. Pour reprendre un exemple que vous évoquiez tout à l'heure, une donnée aussi qui est importante, qu'on connaît depuis très longtemps, hein, c'est-à-dire que l'absence d'interaction quotidienne avant 1 an dans la relation au jeu des enfants provoque un retard de développement socio-émotionnel de 2 années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'accompagnez pas l'enfant dans un environnement d'interaction, de stimulation, évidemment où les écrans n'ont absolument pas leur place, les enfants partent dans la vie avec un retard cognitif et émotionnel majeur. On ne parle pas de quelques mois, ça se compte en plusieurs années. Donc là, effectivement, je suis très contente, mais c'est encore un rapport, un énième rapport. Il y avait déjà une loi qui avait été proposée, je crois, par la députée Caroline Janvier en mars 2023, déjà, qui disait exactement la même chose. La réalité, c'est qu'effectivement, on connaît très bien les risques, hein, qui sont des risques sur les apprentissages, des risques de développement cognitif, des risques de sommeil, des risques de myopie. Enfin, je veux dire, c'est et tout de ça. sociopathie. De sociopathie. Non, mais tout est très bien documenté. Et là, toute cette documentation, c'est presque avant 6 ans. Enfin, vous voyez, l'urgence de la situation. Vous avez raison. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que c'est à... Je ne sais pas quand fera le président de la République. Est-ce que c'est à l'État quand même? Alors l'État n'a pas à entrer dans les familles pour éduquer les enfants. Voilà. Ça, c'est aussi une autre dérive très importante qu'on constate dans ce gouvernement-là. C'est-à-dire que parallèlement à ça, faites du sport, enlevez les écrans, mangez... Dès la 6e, c'est-à-dire des enfants qui ont 10 ou 11 ans, on leur colle. On dit il ne faut pas mettre de téléphone, sauf qu'ils ont des groupes WhatsApp pour avoir les cours et les leçons jusqu'à 20h, des fois, les week-ends, etc. Les profs utilisent du numérique en permanence, et c'est ce qu'expliquait également Michel Desmurger à l'époque, c'est-à-dire qu'ils utilisent le numérique, mais ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'intérêt de compréhension et d'apprentissage sur le technologique. C'est-à-dire qu'on baisse le niveau en mathématiques, on baisse le niveau en technologique et on devient finalement, on fait de nos enfants ce qu'il appelle lui des crétins, le crétin digital, c'est-à-dire des jeunes qui consomment de l'information vite sans avoir de capacité à raisonner. Donc, je dirais que la première action que devrait faire l'État, c'est d'abord de régler les problèmes avec les industriels et de légiférer à ce niveau-là, mais de ne pas rentrer dans les familles. Moi, je vais Je vais juste finir 2 secondes, d'informer effectivement les familles. On reçoit une tonne d'informations qui ne sert à rien à l'école tous les 4 matins. Par contre, on ne reçoit pas une information sur le sommeil et la consommation d'écran, ce qui pourrait être fait dans toutes les familles par le fameux carnet de correspondance qu'on a. Et puis, l'autre élément important, c'est peut-être d'interdire les écrans et les téléphones vraiment à l'école. Pour le coup, tout le monde aurait un bénéfice, à la fois en termes d'apprentissage et à la fois dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour ce qui est de notre cas, nous, on est pour l'interdire jusqu'au lycée, malgré certaines réactions de nos enfants respectifs. Oui.